pour moi, l'argent, c'est un peu une résultante d'une action. Et donc, si je fais pas l'action, j'aurais peut-être pas l'argent, quoi. C'est pas, j'essaie plus de courir après cette espèce de sécurité financière, parce que sinon, je serais déjà dans un boulot. Et pour moi, c'est plus répondre à une peur parce que besoin de se sécuriser. Donc, c'est, voilà. Après, entendons-nous bien, j'ai cette chance aussi parce que j'ai mes parents, quand même, autour de moi, qui, au confinement successif, j'ai dû rendre mon appart parce que j'avais moins de revenus. Donc, ils m'ont réaccueilli chez eux. Donc, j'ai aussi pris ce pas de me dire, OK, bon, j'ai plus de 30 ans, je repars chez mes parents. Mais encore une fois, il y a un why derrière. Donc, ça change tout pour moi de se dire, mais pourquoi je le fais? C'est pas une notion d'échec, c'est une notion de je sais pourquoi je le fais, en fait. C'est pour aller là, c'est pour explorer ça, c'est pour. Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des acteurs du changement qui nous racontent leur parcours, nous donnent des clés pour comprendre les enjeux de la transition et des pistes pour faire bouger les lignes. Oser est un podcast indépendant à but non lucratif et que j'anime de manière entièrement bénévole. Mon ambition est de participer à la prise de conscience citoyenne sur l'urgence d'agir et de changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, où les valeurs de partage, de collaboration, de bienveillance et de respect seront portées par tous. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, en faisant la promotion des épisodes qui vous plaisent sur les réseaux sociaux, en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast ou tout simplement en me racontant comment vous vous engagez à votre tour. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonjour Cécile, Bonjour. comment vas-tu? Eh ben ça va super. Et toi, comment vas-tu? Eh ben génial aussi. Écoute, je suis très heureux de te recevoir dans le podcast pour discuter de ton parcours, mais aussi discuter d'habitat collectif. Oui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais peut-être te présenter un petit peu en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie? Avec plaisir. Alors moi, je m'appelle Cécile, donc j'ai 30 ans et j'ai un parcours de vie jusqu'ici qu'on qualifie souvent d'assez atypique parce que j'aime explorer de nouvelles voies, de nouvelles façons de faire, penser, découvrir et essayer de mettre du sens et de la joie dans ce que j'entreprends au quotidien. Donc voilà, c'est comme ça que j'aime à me présenter parce qu'il n'y a pas vraiment de voie extrêmement définie. C'est plus une idée d'explorer à chaque fois des nouvelles choses et c'est ça qui m'anime. Et donc voilà, je suis super heureuse de participer à ce podcast aujourd'hui avec toi, Jean-Philippe. Génial. Alors, pour remettre un petit peu de contexte, j'ai fait ta connaissance en te contactant suite à un documentaire que tu as réalisé, que j'ai vu sur Imago, Oui, sur l'habitat collectif, et qui m'a oui, donné très envie d'en discuter plus avec toi et de parler aussi de ton parcours, puisque il y a aussi eu un moment où tu as décidé de t'engager, et c'est pour ça que tu as creusé un petit peu ces différents sujets. Alors, peut-être avant de parler de l'habitat collectif, est-ce que tu veux peut-être expliquer un petit peu quel a été ton chemin de vie et ce qui t'a amené à t'intéresser à ce genre de sujet? oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on peut dire que je suis en transition, en quête, en exploration. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui me pose beaucoup de questions. Euh, et de manière générale, parce que j'ai toujours été très curieuse. Et c'est vrai que cette phase Covid, le passage à la trentaine, ça a intensifié ce questionnement sur la quête d'une vie qui fait plus de sens, comment trouver ma place dans ce monde, parce que j'ai fait pas mal d'activités différentes, j'ai beaucoup voyagé. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un questionnement de j'aimerais incarner pleinement mes valeurs d'harmonie, d'authenticité, de bienveillance dans tout ce que j'entreprends, dans mes rapports avec les autres. Et donc, j'ai entendu parler de ce mode de vie dit alternatif, plus solidaire, plus écologique. Et du coup, ça m'a donné envie d'explorer, de partir à la rencontre de ces gens qui ont osé se lancer. Et au-delà de juste prendre ce temps pour faire cette enquête pour moi, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir en faire bénéficier les autres par cette casquette vidéo que j'ai. Transmettre des messages, essayer d'aller capter ce que les gens ont fait avec l'émotion et pouvoir retranscrire en fait leur parcours de vie, leur choix par ce biais qu'est la vidéo, qui est pour moi un champ d'expression hyper intéressant
à explorer dans ma vie. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis partie à leur rencontre et que j'en ai fait quelque chose par ce documentaire pour faire connaître en fait ces modes de vie-là et le pourquoi. J'ai pris l'angle de la motivation, des histoires de vie et de comprendre le pourquoi de ce déclenchement de prise de décision d'adopter ce style de mode de vie aujourd'hui. Et toi, tu es vidéaste à la base? Tu as fait des études là-dedans? Comment est-ce que tu en es arrivé à faire un documentaire? Ouais, alors j'ai un background assez classique, on peut dire. J'ai suivi des études supérieures en marketing management, j'ai eu un master 2 en la matière et je me suis ensuite dirigée dans l'événementiel. J'ai été notamment chef de projet dans différentes structures en France et à l'étranger. Et j'ai vécu dans le cadre de mes études, puis professionnellement, plus de 3 ans à l'international, surtout dans des pays anglo-saxons principalement. Et puis après diverses expériences variées, je me suis dit que ce que je faisais en fait manquait de sens, que je pouvais peut-être contribuer encore mieux en faisant des choses qui me passionnent davantage. Et il y a deux choses qui me passionnent depuis toujours, c'est la psychologie, tendre vers la connaissance de soi, et mettre en lumière des histoires, faire ressentir des émotions, informer, inspirées par la vidéo. Dès que j'étais petite et que j'avais de la motricité dans les mains, la première chose qu'on m'offrait, c'était des caméras, des micros, enfin voilà, pour pouvoir m'amuser, filmer des choses, raconter des histoires. Donc ça m'a toujours passionnée. Et du coup, à l'issue de ces expériences en événementiel et dans d'autres domaines, avec ce questionnement de sens, j'ai décidé de reprendre des formations il y a quelques années dans l'accompagnement. Donc j'ai par exemple été certifiée praticienne en PNL, programmation neurolinguistique. Je ne sais pas si ça te parle. Et Un tout petit peu, mais je veux bien que tu en dises un peu plus justement ouais, sur la PNL. ok, avec plaisir. En fait, dans le jargon, on peut dire que c'est un petit peu comme la petite sœur de l'hypnose. C'est-à-dire que on aide à mieux se comprendre de l'intérieur par le prisme de ses croyances. Comprendre qu'est-ce que c'est que ses croyances, est-ce que c'est au service de son chemin, de son parcours, de ses décisions, de est-ce que je me sens bien avec ces croyances-là, ou est-ce que ça constitue plutôt un obstacle pour avancer. Et donc, comment comprendre les câblages en fait à l'intérieur, d'où l'idée de programmation neuro-linguistique. Qu'est-ce que je me raconte en fait à l'intérieur de moi, dans mon cerveau, quels sont mes câblages. Et si ça m'aide pas, que je suis face à une problématique ou une histoire, un schéma qui se répète dans ma vie, qu'est-ce que je peux faire pour voir déjà ce câblage, qui est déjà un super pas, hein, de prendre conscience et de décabler finalement pour câbler autrement, pour que ce soit plus aidant pour soi. Donc ça aide souvent les gens à sortir d'un schéma voilà, qui se répète, d'une problématique, et ça mêle un petit peu discussion. On peut parler un peu de coaching si on schématise vraiment, hein, parce que c'est pas particulièrement du coaching, hein, mais si vraiment je suis dans le jargon, c'est un peu ça qu'on peut dire. Donc par la discussion, on aide la personne à mieux comprendre ce qui se passe en elle et à comprendre comment ses pensées sont construites. Et ensuite, par différents protocoles, c'est pour ça que je parle un peu d'hypnose, parce qu'il y a beaucoup d'hypnose de mettre les personnes en état, en induction, hein, en état hypnotique d'une certaine manière, pour aller par exemple revisiter quelque chose qui s'est passé dans son passé, une situation qui lui est arrivée, qui aujourd'hui, y a comme des étrennes un peu énergétiques, des choses encore ou des comportements qu'on peut adopter qui finalement sont une suite de cet événement qui a été perturbant, qui a parfois été peut-être aussi un peu traumatique, et comment on revit finalement cette situation en état d'hypnose pour pas changer ce qui s'est passé, mais changer sa perception par rapport à ce qui s'est passé, pour qu'aujourd'hui, en fait, ça débloque le frein actuel qui entrave finalement le chemin qu'on pourrait ou qu'on voudrait suivre. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et comment est-ce que tu es tombé là-dessus? J'allais dire, c'est pas forcément très courant. Ouais. Comment est-ce que tu as découvert ce champ? Alors j'ai découvert ce chant parce que je fais beaucoup de méditation. Enfin, c'est parti ouais, de quelque chose. Enfin, moi, souvent, j'aime à dire qu'il y a des rebonds qui n'ont pas forcément de rapport, même si pour moi, tout est très bien orchestré hein, dans mes croyances. Mais voilà. Et du coup, je faisais pas mal de retraites chez les bouddhistes. J'aime beaucoup la philosophie bouddhiste, pas forcément pour la dimension religieuse, mais pour la dimension état d'esprit, je dirais. Et du coup, à la suite de différentes petites retraites méditatives, me suis toujours moi intéressée à toutes ces choses. J'ai toujours eu des livres de développement personnel sur ma table de chevet, etc. Et puis je suis tombée en fait lors d'une retraite sur un livre qui parlait de ça. J'en avais déjà entendu parler. Un livre notamment de Tony Robbins qui parle de pouvoir illimité, donc du fait qu'en fait c'est les pensées qui construisent finalement notre champ d'état d'esprit et donc notre vie. On crée notre vie et ça part aussi d'une pensée, d'un angle sur une situation qui, par exemple, quand elle arrive, elle peut être neutre, cette situation, et c'est nous,
par notre passé, notre état d'esprit du moment qui va mettre un espèce de filtre sur ce qui nous arrive. Et donc, ce genre d'idée m'a vraiment fascinée. Et donc, j'ai creusé et je me suis dit, OK, il y a des formations, plutôt que de reprendre après un Master 2 de management, que de reprendre psycho dès le début, ce que je voulais faire à la base. Je me suis dit, pourquoi pas explorer par des choses qui plutôt me procurent de la joie, me donnent envie. Donc PNL, ça m'a attiré. Je me suis dit, bah go, j'y vais. J'ai rencontré des praticiens, j'ai discuté avec eux, j'ai pris des cafés. Moi, j'aime beaucoup, quand je me pose une question, je rencontre la personne et on en parle. Donc j'ai sollicité des personnes pour en parler. Et puis ça m'a encore plus plu, ça a confirmé vraiment cet engouement. Et donc je me suis dit, bah go, je me forme. Et par ailleurs, j'ai aussi, moi j'étais un peu boulimique de formation pendant un temps, parce que quand je suis passionnée par quelque chose, je viens me creuser, aller au bout, etc. Et du coup, j'ai suivi des modules aussi de formation en CNV, un peu en même temps, donc communication non violente, pour comprendre voilà, qu'est-ce que c'est que la communication interpersonnelle, l'intelligence émotionnelle. Et j'ai vécu au Canada il y a quelques années, où je trouve que là-bas, ils sont assez avant-gardistes sur tout ce qui est thérapie brève, approche alternative, parfois même un peu ésotérisme, mais après, chacun fait aussi son tri et on est capable de revenir à soi et de voir si là, c'est trop, pas trop. Enfin, on a sa propre vérité, hein. Mais du coup, je suis repartie là-bas faire aussi d'autres formations, d'autres approches de thérapie dites brèves. Et du coup, de tout ça, bah voilà, j'en ai fait. Enfin, j'en ai fait finalement. J'ai créé des espèces de petits ateliers ludico-pédagogiques, enfin, sur la découverte de soi. Qu'est-ce que c'est justement qu'une émotion, qu'une pensée, par quelque chose de très expérimental avec un peu de théâtre d'impro. Enfin, voilà, j'ai fait ça avant le Covid. Ça commençait à marcher assez bien. J'avais des interventions dans des associations, dans des entreprises, dans des écoles. Et puis finalement, le Covid est arrivé. Et donc, ça a fait un grand frein au développement de cette activité. Et finalement, pour autant, moi, j'aime à penser que quand il y a un obstacle, c'est que ça cache une opportunité. Il suffit juste de bien regarder, de se repositionner, d'être prêt à rebondir. Et c'est là que j'ai concrétisé ce projet de documentaire finalement, parce que je me suis dit, bah génial, il y a un confinement. J'adore la vidéo. J'avais déjà fait quelques projets vidéo plus promotionnels pour des gens qui ont fait appel à moi pour faire des teasers, par exemple, présenter une association, une activité, etc. Donc j'avais déjà un pied professionnel dedans. Et j'attendais en fait le go à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi pour me dire, mais fais ce projet qui t'habite depuis tant de temps, d'aller explorer quelque chose en allant plus en profondeur dans le sujet en fait, et donc en m'accordant plus de temps de tournage, de réflexion et plus de temps de montage derrière, parce que en l'occurrence pour ce projet, j'ai vraiment tout fait toute seule. Et donc je me suis dit, bah, c'est l'opportunité que tu attendais finalement. Tout s'arrête, j'ai un confinement pour préparer mon sujet, j'ai un déconfinement pour y aller, pour tourner, et j'ai un confinement pour monter, quoi. Enfin, tout s'est orchestré. Moi, j'ai pris vraiment ça comme une chance finalement, et du coup, ça m'a permis d'aller dedans pleinement et de plus me chercher d'excuses en fait, entre guillemets, en me disant oh, j'y arriverai pas toute seule, peut-être qu'il me faut une équipe quand même, en me disant mais fais et tu verras. Je le disais en atelier, pourquoi je me l'applique pas à moi. Donc je me suis dit bah le meilleur moyen d'avancer, c'est de s'appliquer à soi. Ces grandes théories qui pour moi m'animent, et bah, c'est de le faire pleinement quoi. Donc voilà, j'étais dans l'expérimentation et c'est comme ça que je me suis lancée dans ce projet. Génial. Alors, je l'ai dit un petit peu en intro, mais moi j'ai trouvé le documentaire absolument génial, hein. Je le recommande vraiment. Ouais. Il est disponible sur Imago. Je ne sais pas s'il est ailleurs d'ailleurs. Mais voilà. Exclusivité Imago TV pour voilà, plus driver vers une plateforme qui fait du sens. Ça, voilà, ça mêlait vraiment tout ce que j'avais en tête. Eh ben, excellent, donc en exclu sur Imago TV. Et ben, je te propose qu'on en parle un petit peu parce que Ouais. justement de ce que tu as découvert, de pourquoi tu as creusé cette question de l'habitat collectif. Peut-être que tu nous expliques un petit peu ce que c'est et puis on reviendra sur ton parcours après, si tu veux bien, parce que c'est vrai que j'ai aussi 10 000 questions sur comment est-ce que tu t'es lancé, etc. Mais bon, alors d'abord, allez, on se concentre sur l'habitat collectif Ouais. et que tu nous dises un petit peu voilà, comment tu as découvert, toi, ce mode de vie, pourquoi ça t'a intéressé, qu'est-ce que c'est, et puis bah, comment ça fonctionne un peu. Alors, justement, je suis partie, moi, du début. Je suis partie juste d'un questionnement à la base. Et c'est ça qui a finalement dessiné la structure du documentaire. Donc, moi, j'ai pas forcément fait les choses d'un schéma classique. Je suis assez autodidacte. Donc, j'ai pas tout écrit avant de partir. Je me suis juste rendu compte par le biais de mes recherches que vraiment l'habitat collectif, en fait, c'est juste une forme de vivre ensemble où on met des valeurs de solidarité, d'écologie, alors écologie environnementale, mais aussi écologie personnelle,
Et il y a plusieurs formes d'habitat collectif. Chaque lieu a sa propre vision, sa propre identité. On peut être aussi bien en ville, en périphérie, dans des zones plus rurales. Il y a une idée de collectif. Est-ce que c'est un collectif seulement? Est-ce que c'est plusieurs familles? Finalement, c'est comme un éco-voisinage. Est-ce que c'est carrément une communauté? Donc, quand j'ai commencé à rechercher tout ça, notamment sur la carte du réseau Colibri, j'ai vu que ça foisonnait et qu'il y en avait plein, et surtout de plein de sortes différentes. Et c'est ça qui m'a tout de suite fait tilt en disant, OK, je vais aller explorer. Chaque lieu a son identité, donc il y en a des centaines. Il y en a plein qui se créent et d'autant plus qui se déclenchent avec les confinements. Donc, on voit que chaque groupe a sa propre vision et c'est ça qui est d'ailleurs le plus important, je trouve, in fine, en conclusion, c'est de vraiment se mettre d'accord sur est-ce qu'on est d'accord sur la charte de base, la vision de base pour que ça se passe bien au sein du collectif derrière. Et du coup, j'ai pris un panel assez diversifié de ce genre d'habitat en disant, OK, comment ça se passe en ville, comment avec un éco-voisinage, comment ça se passe dans des résidences, comment ça se passe en éco-voisinage mais de manière plus rurale et comment ça se passe quand on est vraiment dans quelque chose de où on est plus dans, alors je sais pas trop si je schématise un peu, mais dans le développement personnel, dans la connexion à soi et aux autres, et du coup dans un modèle un peu plus communautaire, où c'est vraiment du vivre ensemble à fond, quoi. Et donc j'ai sélectionné ces lieux et je les ai contactés et ils ont été super OK pour que je vienne les voir. Et du coup, pour moi, c'est important pour passer un message de pas passer une heure avec la personne, par exemple, qu'on va voir, surtout dans un contexte comme celui-ci où c'est vraiment du collectif. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin d'avoir ce temps. Je suis partie plus de 2 mois les rencontrer, où j'ai fait une itinérance. Et donc, l'idée, c'était de passer plusieurs jours avec eux pour vraiment comprendre leur why et comment ça s'organise vraiment chez eux, quoi. Et du coup, voilà, je suis commencée par la ville. Enfin, j'ai vraiment fait quelque chose de progressif, quoi. Ville, périphérie, rurale et communauté. Bah, avant, peut-être que tu nous expliques un petit peu plus justement ces différents modes d'habitat et qu'est-ce qu'on appelle vraiment en fait habitat collectif, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de préjugés ou d'idées reçues, hein, Ouais, aujourd'hui là-dessus. Tu vois, tu parlais de communautarisme ou de communauté tout à l'heure. C'est vrai que je pense que le rapprochement est rapidement fait, généralement, dès oui, qu'on c'est parle vrai. de collectif, etc. Mais juste pour en revenir à toi d'abord, qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'habitat collectif à la base, plus sur ta démarche personnelle? C'est toi, c'est quelque chose vers lequel tu avais envie de t'aiguiller à titre personnel, dans ton mode de vie? C'est ça qui t'a poussé sur ce chemin? Alors oui, parce que j'ai beaucoup, quand même quand j'étais en voyage professionnellement ou personnellement, j'étais beaucoup en itinérance quand même, parce que j'aime découvrir les choses qui challenge ou qui sont pas comme on a l'habitude, qui sont pas forcément classiques. Ça, je trouve ça très intéressant d'aller voir comment font les autres. Et aujourd'hui, avec tous ces questionnements, l'écologie dont on parle beaucoup, etc. Et puis moi-même, comment je me place dans tout ça, je trouve intéressant le fait de se dire que on peut garder une certaine autonomie et son jardin secret et sa vie, tout en étant dans quelque chose où il y a une idéologie qui est solidaire et qui est adopter un mode de vie plus résilient, qui est moins matérialiste. Il ne s'agit pas de se couper de tout. Moi, j'adore avoir une grosse télé et regarder des super films, hein, c'est pas. Mais l'idée, c'est de se dire comment on peut faire mieux ensemble. Et pour moi, la dynamique de groupe, c'est aller plus loin, quoi, et mieux se comprendre. Et en plus, ce que j'aime avec le groupe, c'est que pour moi, on est tous des miroirs les uns des autres. Et enfin, c'est peut-être mon autre volet psycho qui parle, mais pour moi, on est vraiment mieux se connaître, c'est aussi au contact des autres. Chacun nous renvoie des images de nous-mêmes. Et donc, je trouve que sur soi, on avance beaucoup plus vite quand on est au contact d'autres personnes qui nous renvoient des choses, quoi. Et quand on est challengé, titillé, ah, ça nous dit quelque chose de nous, et donc on va commencer à les regarder. Et voilà, et je trouve que les échanges avec des gens qui adoptent un mode de vie un peu plus résilient, sans parler de gros communautarisme justement, mais ça peut être simplement de avoir des lieux communs, un potager commun, et chacun son travail, chacun son chez soi, mais on est déjà dans une dynamique où on sent de l'entraide. Et de l'intergénérationnel. On ne laisse pas des personnes âgées toutes seules, les enfants peuvent interagir avec d'autres enfants, d'autres familles. On est vraiment dans quelque chose où les espaces sont quand même chacun chez soi et en même temps il y a une certaine porosité qui permet de rentrer en contact plus facilement les uns des autres et je trouve du coup d'ouvrir son état d'esprit, ses points de vue, ses champs de perspective et donc de s'ouvrir même à soi. Si j'extrapole, c'est s'ouvrir à soi aussi en fait, mieux se connaître parce que parfois on peut expérimenter ce genre de mode de vie et se rendre compte qu'en fait c'est pas du tout pour soi. Et en fait c'est ok, c'est génial, c'est juste qu'on a déjà fait un pas et
on a fait un pas vers soi, en fait. Et voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Et c'est pour ça que moi, avoir fait beaucoup de colloques, etc., je me suis dit, c'est super, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Et coloc, ça peut vouloir dire avoir vraiment sa zone, son chez-soi, sa propre cuisine, sa maison, en fait. Mais se dire, si j'ai besoin, ben, je peux contribuer. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de justesse et de sens en allant vers ce mode de vie, mais ça peut simplement être de l'habitat participatif, c'est déjà énorme, quoi. Il ne s'agit pas d'être vraiment à tout partager, comme certains villages démocratiques qui le font, où là, on est dans un niveau, voilà, il y a pas, enfin, c'est pas un niveau mieux ou moins bien, mais dans le sens, on est dans autre chose. C'est ça que je veux Ouais. dire. Et justement, est-ce que tu peux peut-être nous parler des différents types d'habitats collectifs que tu as vus Ouais. et en même temps peut-être nous dire qu'est-ce qui motive ces gens en fait à aller vers ce type d'habitat? Pour quelles raisons ils y sont allés? Est-ce que c'est une histoire de mutualisation d'équipements, une volonté un peu écologique, le fait de faire justement un peu du jardinage partagé, le fait de ne pas être seul? J'imagine qu'il y a une multiplicité hein, de Ouais. raisons hein, qui expliquent ça et qui sont peut-être différentes aussi en fonction des différents collectifs. Et puis en même temps, peut-être, est-ce que tu as vu des profils types en fait de gens qui vont dans ces habitats-là? Ou est-ce que c'est très divers, très varié? Et ben justement, c'est ça qui était hyper intéressant, j'ai trouvé, c'est que c'est effectivement multifactoriel, la prise de décision. Il y en a qui juste testent, il y en a qui sont dans le besoin parce que bah, c'est quand même effectivement mutualiser des ressources, des espaces, et donc il y a un aspect financier aussi qui peut être présent, un aspect écologique où des gens disent mais moi je suis dans la résilience et donc de dépenser un minimum et d'être tendre vers l'autosuffisance alimentaire et énergétique, bah, ça les anime et donc c'est ça le déclencheur. Il y en a qui veulent, voilà, leurs enfants sont grands, ils ont un certain âge et donc bah, ils ont envie de revenir à quelque chose où on est dans le partage et de retrouver une espèce de famille. Le mot est un peu fort, quoique c'est souvent quand même des grandes familles finalement quand on extrapole, mais qui ont besoin de garder un certain contact. Et donc, c'est multifactoriel. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé, personnellement, en tout cas, dans cette démarche-là, qu'il n'y avait pas de profil type, justement. Que Ok, c'était ça qui était super intéressant, et ce, dans tous les lieux. C'est que c'est des gens qui ont un questionnement de base qui peut être le socle commun, avec tendre vers une idéologie d'une vie plus solidaire et écologique, on va dire. Euh, Après, il y a des villages où, disons que dans la vision, on est déjà un peu plus. Par exemple, Sainte-Camelle, c'est, on va dire, l'amour en action, c'est travailler sur soi, c'est faire quelque chose de plutôt collectif et transmettre des messages par rapport à ça. Donc là, c'est une vision qui est un peu plus ancrée, un peu plus axée que l'habitat participatif en centre-ville, où là, on est plus sur une mutualisation des espaces et essayer d'avoir une empreinte carbone moins élevé et d'être un peu moins dépensier, disons plus résilient parce que justement on mutualise potager, espace commun, on propose des ateliers, voilà. Il y a différents formats, mais je trouve que sauf quand on a une vision très avec un angle très précis, pour le reste du moins, je trouve que c'est juste un questionnement de base qui vient les titiller et cette envie par contre d'être dans l'action. C'est plus une idée d'action, c'est de se dire je suis tout seul, je suis en couple, je suis en famille, mais il y a un questionnement et donc je vais vers l'expérimentation. Je reste pas juste au stade de questionnement, tiens, comment c'est, ça m'intéresse, j'y vais et je teste. Et si ça va pas, je m'en vais, parce qu'il y a des gens qui se rendent compte que c'est pas pour eux et qui vont vers d'autres horizons, quoi. Et il y en a, ça leur conforte dans l'idée, et il y en a même qui vont plus loin, entre guillemets, en disant j'ai commencé avec habitat participatif et finalement maintenant je monte un lieu où j'ai plus mon travail par exemple à côté à 100%. Je travaille un petit peu vers mon activité professionnelle annexe et le reste je le consacre au lieu, à faire vivre le lieu, à proposer des ateliers, des stages, pour que ce soit des stages qu'on organise nous-mêmes dans le lieu ou soit des stages de personnes qui viennent et qui louent les espaces et voilà, les choses se construisent petit à petit comme ça, quoi. Mais je trouve que de base, les profils sont vraiment différents. On est, que ce soit d'un background personnel, professionnel, c'est intergénérationnel, c'est juste l'idée de franchir le cap et de tester l'adoption de ce mode de vie. d'accord. On n'est pas sur uniquement des gens particulièrement éduqués d'une certaine manière, avec une philosophie de vie. C'est vraiment assez représentatif de l'ensemble de la société. Franchement, je trouve. Après, forcément, on est enfin, moi, c'est mon idée, hein, mais on est un enfant qui naît dans un habitat collectif. On grandit avec ce mode de vie, etc.
soit on est complètement, moi je veux retourner vers un autre schéma parce que j'ai pas connu et donc on s'extrait, soit ça nous conforte et ça nous plaît et voilà, et dans ce cas-là, on est plus enclin peut-être à en créer d'autres ou à continuer dans cette dynamique. Donc forcément, je pense qu'il y avait déjà des enfants qui sont devenus adultes et qui eux-mêmes ont eu des enfants qui étaient déjà en habitat collectif en amont, quoi. Donc D'accord. peut-être qu'il y a un peu de ça, mais pas que. En tout cas, j'ai vraiment trouvé des gens qui ont juste eu une espèce de titillement à l'intérieur d'eux et qu'on dit mais je vais tester, en fait ça me correspond mieux que juste d'avoir mon habitat pour moi dans un lotissement où je connais pas mes voisins. J'ai envie d'aller plus loin, d'être dans l'entraide, ouais, voilà. Je trouve qu'il y avait c'est divers, c'est diversifié en termes de profil, franchement. Et Dans moi, au ma niveau des, découverte. et au niveau des habitats, du coup, Ouais. est-ce que tu peux peut-être nous expliquer les différents degrés ou différents types d'habitats que tu as visités et en quoi ils sont différents les uns des autres, en quoi ils répondent à une préoccupation ou un besoin particulier de ces habitants? Ouais. Alors moi j'ai choisi du coup 7 lieux, mais il y en a 6 qui sont dans le documentaire parce que l'autre était trop particulier. Donc la vidéo d'ailleurs de ce lieu, c'est l'écolieu Jeannot, va bientôt sortir, mais c'est vraiment une vidéo annexe. Ok, Pour le reste, j'ai sélectionné 6 lieux avec ce souhait que ce soit très diversifié. Je ne suis pas certaine que ce soit représentatif parce qu'il y en a des centaines et chaque lieu a son identité, son état d'esprit, sa vision, mais pour un volet 1, disons, me concernant dans ma découverte et puis pour un documentaire, voilà, j'ai choisi ces 6 lieux-là. Et c'est partir du début où c'est, moi je suis citadine à la base, j'ai grandi en ville, j'ai fait des grandes villes, même à l'étranger, donc j'ai cette habitude-là, et déjà de me dire, ah mais ok, il y a des habitats participatifs, déjà le mot participatif voilà, m'a éveillé ma curiosité, et je me suis dit, déjà je vais aller voir ça, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, etc. Là on est plus dans un schéma pseudo-classique où c'est souvent des grandes résidences ou on pourrait parler un peu d'éco-voisinage d'une certaine manière, où chacun a son appartement, voilà, son chez-soi, son travail en dehors du lieu. Et par contre, on partage, on mutualise des lieux communs, une cuisine collective par exemple, si on a envie de recevoir. On a des chambres d'amis par exemple dans la résidence où il y a un planning et chacun met tel jour il y a telle famille qui vient visiter, etc. Il y a un potager commun. Donc c'est un stock de vélos partagé par exemple. Donc on est vraiment dans tout ce qu'on peut partager, on le fait. Les machines à laver, on n'en a pas chez soi, etc. Enfin c'est dans des endroits partagés. Donc tout ce qu'on peut partager, on le fait. Et le reste, par contre, chacun son travail et chacun son chez soi. Et tous les mois, par exemple, le week-end, ils se retrouvent, ça tourne, et ils entretiennent les lieux communs. En fait, ils se donnent souvent une fiche de rôle où il y a X habitants, et chaque habitant, pour le mois à venir, par exemple, s'engage à prendre soin de cette mission, par exemple. Et puis après, ça tourne généralement, voilà, ok, pour être dans l'événementiel, l'accueil, l'entretien, le potager. Et souvent, il y a des binômes qui se créent, qui tournent, parce que l'idée, c'est vraiment de jamais être trop avec la même personne pour justement favoriser cette idée de collectif et d'apprendre à se découvrir. Et puis souvent, une fois par toutes les 2 semaines, ils se font un apéro tous ensemble ou un dîner pour vraiment garder cette idée de cohésion, de voisinage. Et voilà. Et du coup, moi, c'est marrant quand j'y suis allée, notamment Mascobado à Montpellier, je voyais les enfants qui allaient d'appart en appart. Et il n'y avait pas de gêne, c'était vraiment. Puis les gens se disent les choses, c'est ça qui est chouette, quoi. Pour la plupart, ils ont fait des petits enseignements en CNV, mais pas tous. C'est juste pour éveiller l'idée de comment communiquer déjà de soi à soi et avec les autres. Mais je trouve que la problématique, elle est jamais longue. C'est ça que j'ai adoré dans les habitats participatifs, c'est que il y a un questionnement, il y a un désaccord, une mésentente. On laisse pas ça comme ça. On en parle, on se fait des réunions où on explique où on en est, qu'est-ce qui se passe, on vote. Par exemple, est-ce qu'on laisse le jardin comme ça, un jardin sauvage, ou est-ce qu'on tond et c'est tout clean. Et du coup, les gens discutent et mettent en avant leur point de vue. Et ça prend parfois des heures, mais déjà, je trouve ça passionnant. Et en plus, derrière, on vient quand même toujours à un consensus, quoi. Et c'est ça qui est chouette, c'est que les gens s'écoutent. Il n'y a personne qui est laissé de côté, personne qui reste en état de frustration. C'est vraiment, on prend le temps de s'écouter, on prend le temps d'avancer. Il y a vraiment une idée d'intelligence collective. Et ça, j'ai adoré, tout en étant dans son intimité à soi et chez soi, quoi. Donc voilà, pour le d'accord. premier pas de l'habitat collectif.
On évite les relations de voisinage où finalement on parle les uns sur les autres en Ouais, cachette. c'est ça. Tout le monde n'est pas ami avec tout le monde. Ça, mais c'est une certitude, c'est l'humain, enfin, c'est normal. Mais pour autant, on est dans cette dynamique de la bonne entente, mais pas forcée, quoi. La bonne entente sincère, quoi. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est pas juste c'est mon voisin et je reste poli. Ça va plus loin que ça. C'est pour ça que c'est participatif. C'est qu'on est tous ensemble dans Hmm. cette résidence et on fait en sorte il règne une harmonie. Et comment on fait, et on discute, et voilà. Et, euh, et après, j'ai l'impression que plus il y a de monde, par contre, ça c'est un petit bémol que j'ai vu, c'est que plus il y a de monde, plus c'est difficile, plus il y a de foyers, quoi, plus c'est difficile de garder cette harmonie, cette cohésion. Parce qu'il y a des gens finalement Ok. qui, au bout d'un moment, se sont peut-être fatigués par ce collectif et sont moins, oui, ont peut-être moins de motivation et d'investissement. Mais c'est pour ça que Et- pour pallier à ça, il y a une idée de rôle qui est mise en place et il y a une idée de vraiment réunion mensuelle. Ça veut dire que si on va dans un habitat participatif, on adhère finalement, on s'engage Mhm. à quand même être dans une dynamique collective, quoi. Sinon, on ne fait pas pour soi et on n'y va pas. Et au niveau du nombre, tu as remarqué ou en discutant avec les gens, qu'il y avait enfin, un nombre un peu fatidique, limite, du nombre d'habitants d'un habitat participatif, au-delà duquel ça devient compliqué? Moi, je trouve que, enfin, de ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, j'ai pas de chiffres précis, mais par exemple, il y a eu un endroit où il y avait 52 foyers. Euh, Ok. C'était beaucoup, quoi. C'était beaucoup, et on voyait qu'il y avait toujours le même noyau dur qui était là, en train de, pas de ramer, le mot est fort, mais en tout cas de toujours inciter à essayer de garder une motivation haute pour garder cet esprit collectif et que les gens ne se désintéressent pas ou ne se désengagent pas. Et que Ok. finalement, on retourne à un schéma de voisinage classique. Donc je trouve que, voilà, en tout cas pour ce chiffre-là, au-delà de 52 foyers, il y a une Mhm. limite quand même. On voit que c'est toujours les mêmes personnes qui tournent, quoi. D'accord. Donc, mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment cette idée de réunion et de s'y tenir. C'est pas la réunionnite, quoi. C'est pas faire une réunion pour une Mhm. réunion, c'est faire une réunion pour s'écouter et remettre, rappeler la vision. Je pense qu'à chaque fois qu'on se rappelle du why, la motivation, elle revient d'elle-même, en fait. C'est que quand le pourquoi est reconnecté, bah, le reste suit en fait. Mais des fois, il y a des gens qui, dans leur tourment de la vie, etc., bah, on oublie parfois son why, on oublie le pourquoi j'ai fait ça au début. Et le Mhm. fait de ah, je me reconnecte, ok, je sais. Et là, pouf, ça relance la machine. Mais par ces réunions, parfois, c'est ça qui est l'impulse, le petit bouton qui fait que ah, mais oui, c'est vrai, c'est génial, je me remets dedans, quoi. Et puis Et ce j'imagine. qui est bien, pardon. Non, 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 je voulais juste rebondir là-dessus en disant, j'imagine que en plus, ces réunions, enfin, tu parlais de réunionites, mais à la différence des réunions que tu vas faire au travail, qui sont parfois superflues, où tu te dis, bah, ça rentre pas dans le cadre de ce que je dois faire, là, en fait, faire des réunions, ça colle parfaitement, en fait, à la dynamique du vivre ensemble, puisque la réunion et Eh le oui. fait de se voir et de partager des choses, c'est le fait même de pourquoi on est là. Eh oui, complètement, tout à fait. Et ce qui est bien aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens, par exemple, ça va pas. Ils sont dans un moment de leur vie où c'est difficile, ça va pas. Et ils sont pas motivés et ils ont plus envie de participer pendant un certain temps aux tâches collectives, ils le sentent plus. Et bien ça aussi, c'est écouter en fait. Justement, par aussi notamment ces réunions, c'est que il n'y a pas de souci, c'est de l'entraide, c'est-à-dire que les gens sont là en soutien aussi, quoi. Ça va pas, il n'y a pas de problème, prends le temps dont tu as besoin, on fait tourner la machine, entre guillemets, et puis tu reviens quand tu le sens. Il n'y a pas de. C'est ça aussi que j'ai trouvé chouette, c'est que c'est pas ah ouais, tu t'es mis dans un habitat participatif, tu dois t'y tenir. Hmm. C'est pour ça que je parlais du why, quoi. C'est que tant que ça reste en soi, on revient quand on le sent, mais c'est un élan qui est naturel, c'est pas forcé. Et c'est ça qui est chouette, quoi, j'ai trouvé. Ok. Et alors, du coup, tu as commencé par l'habitat participatif en ville, et puis Ouais, progressivement, ensuite, tu as exploré d'autres choses, d'autres types d'habitats. ouais. Oui, parce que je me suis dit, ok, ça c'est en ville ou proche périphérie. Est-ce que moi, ma croyance au départ, c'était quand on est dans la campagne, dans des zones plus rurales, on est vraiment dans ultra écologie, enfin, c'est autre chose quoi. Et du coup, je me suis dit, Hmm. il faut que j'aille creuser pour voir si cette croyance, elle est confirmée par mon expérience ou est-ce que voilà, c'est autre chose.
Et du coup, j'ai entendu parler de plein d'éco-villages multigénérationnels, pareil, qui sont dans des zones un peu plus rurales, un peu plus reculées. Ou pour aller en ville, ça nécessite un peu plus de logistique, disons. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que, ne serait-ce que par Terra ou le Camas Blanc, par exemple, c'est on recrée en fait une dynamique euh, de ville, de mouvement, d'échange dans des zones un peu plus rurales. Et ça, c'est super chouette. C'est que c'est comme une ville, mais pas en ville, quoi. Et du coup, Hmm. j'ai adoré ça. C'est que c'est pas le côté hippie qui sont avec leurs bougies et leurs grandes robes et qui vivent un peu reclus de la société. Au contraire, en fait, ils sont dans la société, mais ils, ils la, ils la mettent à l'échelle d'une zone qui peut paraître au départ plus reculée. Et ça, j'ai trouvé ça génial, en fait. C'est que c'est juste reproduire cette dynamique, mais à la campagne, et juste un choix de vie un peu plus résilient, où il y a d'autres choses qui sont possibles euh, à mettre en place finalement, mais voilà, on n'est pas dans un truc ultra citadin. Et là, par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que on avait un partage quand même entre temps de boulot à l'extérieur du lieu et à l'intérieur du lieu, où pour pouvoir le faire vivre et développer des choses, développer un potager, développer des activités. Je voyais que les gens qui habitaient là-bas, c'était des gens qui avaient déjà une démarche, par exemple, de lancer leur entreprise sur sensibiliser aux produits à faire soi-même, do it yourself, à expliquer ce que c'est que le zéro déchet. On avait déjà une dynamique un peu plus avec des gens qui s'installent pour aussi installer un bout de leur activité sur le lieu en tant que tel. Donc D'accord. voilà. Mais sinon, on restait dans l'intergénérationnel avec des familles, des couples, des gens tout seuls, des personnes âgées. On était vraiment dans cette même chose d'un panel assez diversifié de typologies de personnes, mais où on sentait quand même que l'idéologie, c'était vraiment tendre vers la solidarité et la transmission. Là, ce qui était déjà un pas un peu plus, j'ai trouvé, vers l'idée de nous, on fait ça. Et en plus, on le fait déjà pour nous, mais on n'est pas dans la collapsologie et il faut qu'on se fasse pour Ouais. nous. On est vraiment dans cette idée d'ouverture et de transmission aux autres aussi. Donc dans l'accueil, en fait. C'est l'expérience que j'en ai eue. Et avec aussi cette démarche un peu plus professionnelle que uniquement partager un habitat en ayant Ouais, ma vie tout à fait. professionnelle à côté. Oui, oui, oui. À la différence du participatif où on est, voilà, on a son travail et on est dans dans cette dimension de participatif. Là, le pas de plus, c'était quand même de partager son temps pour allouer quand même un certain pourcentage de son temps Ouais. disponible à la vie du lieu et au vivre ensemble, quoi. Donc, sur la charte de base, on est quand même un peu plus dans un why peut-être un peu plus fort, quoi, je dirais. Quelque chose de plus tendre vers une utopie, de faire quelque chose qui nous ressemble, qui nous appartient. On a cette vision commune et en plus de ça, on la partage et on la partage au sein même du lieu. Bon, mais c'est génial. Écoute, je propose qu'on n'en dise pas plus, qu'on laisse les gens aller voir le documentaire Ouais, sur Imago TV. oui. Je te laisse rappeler le nom, j'ai pas envie de faire d'erreur. Alors, le documentaire s'appelle Voyage au cœur du collectif et il est disponible sur la plateforme Imago TV. Voilà, parfait. C'est parce que c'était sûr que j'allais parler de l'habitat collectif et que du coup, c'est mieux. Donc, voyage au cœur du collectif. Ouais, Et tu es Cécile Essler, je le dis aussi, voilà, parce que comme ça, ouais. c'est plus simple pour que les gens le retrouvent. Et je le redis, franchement, allez voir ce documentaire, c'est génial. Si vous posez des questions ou si vous êtes juste curieux, c'est vraiment top. Cécile, Ah bah, j'en reviens. je suis ravie. Oui, Eh ben, j'en reviens un petit peu à ton parcours maintenant, si tu veux bien, pour oui, raccrocher un petit bien peu les sûr, avec wagons plaisir. avec ce qu'on s'est dit. Donc, enfin, finalement, tu as fait énormément de formations autour on va dire, de la psycho, que ce soit au niveau de la PNL. Tu as développé un- une première offre, on va dire, professionnalisante pour accompagner les gens, peut-être les organisations aussi, tu vas nous en dire plus. Mais tout ça, ça t'est venu comment? Comment est-ce que tu as décidé en fait de quitter ton travail dans l'événementiel, la communication, vers quoi tu t'es dirigé? Qu'est-ce qui t'a provoqué une sorte de déclic ou déclencheur? Et comment tu t'es mis ouais, en action en fait pour faire autre chose? Mm. Ben, je pense que à la sortie enfin, j'ai toujours un peu fait les choses pas par défaut, le mot peut-être est un petit peu fort, mais pour répondre un petit peu à ce qu'on attendait de moi, d'une certaine manière.
J'ai fait un bac S. J'ai vraiment fait à chaque fois les choses assez larges finalement, en me disant on verra après ce que je vais faire. Et c'était comme si je remettais toujours au lendemain ce qui m'animait vraiment au fond, en disant non, mais je vais Ouais. rester sur un schéma classique. Puis ça va conforter mon entourage, ça va rassurer mes parents aussi. Donc c'est pour ça qu'à défaut de faire psychologie ou audiovisuel cinéma, qui étaient mes deux idées qui m'ont toujours suivi, je me suis dit non, je vais faire commerce, effectivement, parce que ça va m'assurer un avenir. C'était vraiment Mm. l'idée de croire que de faire ça va m'assurer une certaine stabilité, une sécurité financière, professionnelle, vraiment rentrer dans un moule en fait. Mais ce moule, j'ai toujours senti, mais déjà petite, que je me forçais à rentrer dedans et que j'étais toujours un peu l'électron libre de côté qui aspire à autre chose, qui part toujours un peu dans ses idées, dans son imagination. Et finalement, cette créativité, cette imagination, ce besoin de creuser, de comprendre, il n'a jamais finalement été tant assouvi qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, j'essayais de prendre un peu les pas de côté pour le faire. Euh, Même au sein de mes études, j'ai négocié pour repartir à l'étranger 1 an, alors que c'était pas prévu, par exemple, dans comment, Le l'arborescence de package. base des Ouais. études. Et le package qui était venu, et je me suis dit, si, j'ai trouvé un super boulot, je vais faire ça à Londres. Donc j'étais toujours un peu dans la négo pour quand même faire des choses qui me nourrissent et dans ce besoin de mouvement, de découverte, etc. Et puis j'adore l'état d'esprit professionnel un peu à l'anglo-saxonne. Bon, pour ne connaître que la France et à l'anglo-saxon, j'ai pas exploré encore le reste, mais parce que je trouve qu'il y a quand même une idée de liberté. Tu as envie, fais. Soit dans l'intrapreneuriat, teste et propose et on verra. Et même dans les études, j'ai étudié 2 ans du coup dans des pays anglo-saxons pour études. Après, c'était pour le travail. Je trouve que même avec les profs dans le système pédagogique, on est dans l'échange, quoi. On est dans Mm. l'échange, on pose nos questions. Il y a plus l'idée de, on n'est pas dans quelque chose de, on est dans du transversal. On n'est pas dans du hiérarchie très apprends ton cours et restitue. Et ça, Mm. j'ai adoré. Et je trouve même que dans l'idée du travail dans ces pays-là, il y a toujours du plus et du moins dans chaque contexte et chaque situation, mais je trouvais qu'en tout cas là-bas, cette idée de besoin d'ouvrir et de proposer, de tester, de prendre des risques, il est plus favorable, il est même plus encouragé qu'en France en tout cas. Donc voilà, je suis partie dans des grandes explications. Je suis désolée, je vais me recentrer. J'ai cette tendance. T'inquiète. Je traite dans l'arborescence, hein, mais et du coup, oui, j'ai donc ce schéma un peu classique de faire commerce, etc. Et puis finalement, après, je me suis dit bon, ce qui me plaît, c'est de faire vivre des émotions aux gens, parce que pour moi, émotion par l'expérience ou émotion mène à l'expérience. Il se passe quelque chose à l'intérieur de soi et ça fait bouger. Et ça, moi, j'adore. Donc, je me suis dit, OK, j'ai fait commerce, j'ai fait management, marketing, bon, super. Qu'est-ce qui peut faire ça avec le background que j'ai de mes études? Bon, bah, ça pourrait être événementiel, parce qu'événementiel, on crée Mm. un concept, on crée quelque chose et il se passe quelque chose et les gens sont. En plus, c'était de l'événementiel plutôt, encore une fois, un peu collectif. Hein. On fait vivre quelque chose collectivement à, par exemple, une équipe. Et donc, ça soude. Il y a quelque chose qui se passe, les gens échangent, il se passe quelque chose par une proposition que moi j'aurais faite, quoi, mettons. Donc ça m'a plu. Donc je me suis dit, ok, je vais faire événementiel. Sauf qu'en fait, que ce soit en France, à l'étranger, grosse structure, petite structure, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me manquait, où j'avais l'impression de ne pas pouvoir m'exprimer pleinement, en fait, où finalement c'était plutôt très protocolaire et qu'on ne pouvait pas faire ce petit pas de folie, ce petit pas de côté, proposer, aller plus loin. Ça restait quelque chose d'assez cloisonné de mon expérience en tout cas. Et pourtant, après avoir fait grosse boîte, j'ai fait petite boîte, petite équipe. J'ai essayé justement d'explorer au sein même de ce domaine, mais je sais pas, il y a quelque chose qui se passait pas, il manquait quelque chose. Et je me suis dit, bon, j'ai l'impression que je peux être plus au service, je peux plus contribuer en mêlant utilité, faire quelque chose qui aide son prochain à ma manière, on va dire, tout en mêlant quelque chose qui me passionne, quoi. Mhm. Et du coup, c'est comme ça que finalement, je me suis dit, bah, c'est quoi qui me passionne? C'est l'accompagnement et euh, c'est prendre du plaisir à être sur le terrain, à interviewer des personnes, à prendre la parole moi-même hein, pour présenter, synthétiser des informations recueillies. Et en faire quelque chose avec la vidéo, puisque dans la vidéo, pour moi, c'est un champ d'expression qui permet de laisser s'exprimer les autres et mettre en lumière ça, en fait. Et même s'exprimer moi aussi pour mettre en forme tout ça, comme un peu un chef d'orchestre qui va prendre de l'info et en faire quelque chose, en créer quelque chose.
Et du coup, pour moi, c'était aussi aller plus loin en faisant ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais revenir à mes deux passions de base. Et du coup, j'arrête de faire événementiel. J'ai pas renouvelé mon CDD de l'époque. Ok. Stop. Et cette fois-ci, je prends le risque, je vais dans le grand bain et je reprends des formations, je me lance quoi. Et là, je vois bien ton engagement social, la volonté d'aider, enfin, d'être dans le soin, l'accompagnement. Et on a parlé aussi beaucoup d'écologie, en tout cas au début, en parlant des habitats participatifs, des habitats collectifs. Ça, cette dimension Ouais. écologique, elle est venue plus tard ou elle était aussi au centre un peu de ta réflexion dans cette volonté d'engagement? Alors, elle était au centre de ma réflexion parce que je me rendais compte que je ne savais pas ce que c'était. J'avais pas été sensibilisée sur la chose. Pour moi, la nature, c'est super, mais pour moi, c'est plus un peu into the wild, quoi. Si j'y vais, il risque de m'arriver quelque chose de pas super fun. Ça veut pas dire abondance et c'est super, je suis connectée à la nature, j'ai mes sens en éveil et mon taux de cortisol qui baisse parce que je fais un câlin aux arbres. Ça m'a toujours intéressée, mais j'ai jamais passé le pas de le tester parce que j'avais peur, en fait. Parce que j'avais pas l'habitude. Moi, je suis bien dans ma ville, je me sens en sécurité, j'ai l'hôpital pas loin, enfin un peu, voilà, j'étais un peu dans ce schéma-là, quoi. Sauf qu'en fait, par ces réveils successifs intérieurs en me disant, et c'est cette curiosité finalement, je me suis dit, mais ça a l'air quand même cool, quoi. Et je pense que si la nature est là, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'elle n'est pas là, elle n'est pas méchante, qu'elle peut être là aussi à notre service et que c'est important de la préserver, d'en prendre soin, de la découvrir, de la comprendre et que en fait, si elle existe, bah, elle a sa place et moi, si j'existe, comment on peut cohabiter ensemble sans voilà, être dans la surconsommation, etc. Donc j'ai toujours été flexitarienne, végétarienne, j'ai toujours fait attention à mon mode de communication, à faire attention à pas être dans le trop sur-emballage, donc j'avais un peu cette conscience intérieure, peut-être qui vient d'une conscience collective ou je ne sais pas, ou ma famille qui elle-même faisait attention inconsciemment ou consciemment et me l'a transmis, mais j'étais dans la peur, quoi, dans la peur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ce documentaire, c'est que pendant 2 mois, j'étais en tente quasiment tout le temps. Je vivais au cœur de la forêt. Enfin, là, j'y suis allée dedans, quoi, dans justement cette découverte avec des peurs aussi. Mais pour moi, c'est en faisant attention à ses limites, mais c'est en allant dans la peur qu'on se transforme et qu'on avance et qu'on se rend compte qu'en fait, c'était pas si méchant et qu'au contraire, c'était même super cool, quoi. Mais je me revois monter ma tente au début, j'étais là, ouais, ça va être compliqué, quoi. Et voilà, j'avais peur des bêtes, j'entendais des bruits, enfin, c'était chaud, quoi. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, j'ai 30 ans et je me rends compte que j'ai peur de ça, c'est intéressant. Et plutôt que de le prendre comme, bon, j'ai honte et au Ouais. secours, comment c'est possible que j'ai peur de ça, je l'ai plus pris comme, ah, c'est intéressant, et du coup, je vais aller tester, parce que c'est chouette, quoi. Et du coup, voilà, donc la conscience, je dirais qu'elle est venue petit à petit, parce que j'ai pris conscience que j'en avais pas conscience. Je sais pas si je suis très Ouais, claire, ouais, je si, sais pas si, ce que mais je veux dire, c'est. mais Et pour rester sur la conscience, c'est marrant ce que tu disais avec le fait, c'est j'écoute et j'analyse en fait ce que je ressens un peu en mode méditation, pleine conscience ouais. de tes propres peurs par rapport au bruit de la forêt la nuit. C'est Ouais, effectivement. complètement. Bon, ça s'apprend, hein, parce que je t'avoue que moi j'ai encore peur la nuit hein, quand j'entends les bruits des chouettes ou des bruits farfelus quand je suis dans la tente, hein. Bon, ça va alors. Le chemin est intéressant et parfois un peu sinueux, mais il vaut le coup, en tout cas, parce que c'est super, en fait. Quand on déconstruit ses peurs et qu'on se rend compte qu'en fait, c'était juste une peur, juste une pensée, c'est génial de voir ça et de se Mm. dire, mais je respire, je reviens à moi, tout est OK, en fait. Ce moment-là, il est super, mais c'est tenter qu'on soit dans la présence. Et ça, moi, c'est vraiment mon intention pour moi et pour ceux qui veulent s'y intéresser pour les autres, c'est de revenir à la présence en fait. Et quand on est dans la présence, mais tout est super, tout est parfait, y a pas de problème quoi. Et justement, par rapport à ça, comment est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui t'a aidé? Tu as parlé de beaucoup de formations, on a parlé de communication non violente, on a parlé de PNL, on a parlé de méditation un tout petit peu. Toi, qu'est-ce qui t'a aidé en fait à justement être plus dans l'instant présent, plus à, à regarder tes peurs et à essayer de les comprendre plutôt que de les subir, et à faire ce travail un peu d'introspection sur toi qui m'a l'air d'être un travail un peu de longue date, hein, à travers ce que tu disais, ou tu es très intéressé aussi par la philosophie bouddhiste depuis un moment, etc. Euh, Ouais. ouais, comment est-ce que tu as développé ça? Euh, alors, je pense que ça a toujours été là, parce que peut-être que
peut-être que dans mon entourage, je vois ma mère, elle est beaucoup allée au Népal, elle travaille dans un centre, enfin, elle travaille, elle aide une école pour des enfants népalais, elle accompagne, elle y va régulièrement, etc. Donc, je pense qu'il y avait déjà cette petite conscience-là. Et puis moi, c'est parce que j'ai toujours été hyper curieuse et que je me suis toujours sentie très différente. Et du coup, j'ai cette habitude de regarder, d'observer, d'analyser et de comprendre, d'essayer de chercher le pourquoi. Sauf que je me suis rendu compte que j'étais très, très, enfin même encore aujourd'hui, hein, je suis très dans le mental. C'est cognitif, c'est je cherche à comprendre quoi. Sauf que j'ai compris qu'en fait, il y a un lama un jour on était en enseignement bouddhiste, en méditation pendant une retraite, et puis il y a une personne qui pose une question et qui demande pourquoi, pourquoi, pourquoi. Et moi, ça me faisait écho parce que j'étais pareil, je voulais comprendre, je voulais comprendre toutes les affiches, pourquoi telle personne a la telle position, pourquoi il a écrit telle chose dans ce livre. Enfin, j'étais dans la vouloir comprendre quoi. Et le lama rigolait en disant, mais en fait, tout ça, c'est pour vous. C'est pour... parce que justement, dans l'Occident, on va dire, dans cet état d'esprit occidental, surtout franco-français, on a besoin de comprendre. Et donc, tout ça, en fait, c'est pour vous. Mais la réponse, en fait, votre vérité, elle est sur le coussin. Elle est en revenant à la respiration et à la présence et au souffle. Et en fait, ça m'a parcouru, j'ai eu des frissons partout. Je me suis dit, ah, mais ça me parle, c'est intéressant. Ok. Et donc, c'est aussi ça, par ces petites expériences et ces petites phrases un peu choc qui m'ont fait ressentir quelque chose, où je me suis dit, si je ressens un truc aussi fort, c'est qu'il y a quelque chose à creuser là-dessous. Donc là, tu vois, je repars quand même dans le mental, mais il y a quelque chose à expérimenter. C'est intéressant. Et je me rends compte que plus je médite, plus ça va, plus je me sens connectée à mon intuition, plus les choses sont moins denses, moins serrées, plus c'est ouvert et plus il y a du coup des opportunités qui arrivent, c'est plus fluide. Dès qu'il y a de la joie, je me dis si je ressens de la joie, c'est que c'est un bon chemin. Donc même si pour moi tout chemin est bon, parce qu'il il nous fait toujours apprendre des choses, mais ça veut dire que s'il y a de la joie, c'est que c'est plus fluide forcément. Donc j'y vais et donc ça amène à encore plus de joie, etc. Pour moi, notre énergie intérieure, finalement, elle crée notre extérieur. Donc finalement, ce qui est important, c'est de cultiver ce qui se passe en soi, quoi, et qui du coup rayonne autour de soi. Et donc ça m'a toujours intéressé ces idées-là, mais là j'étais plus dans l'idée d'expérimenter. Et en 2013, je pense que c'est ce qui a vraiment fait le pas, c'est que j'ai eu une année très très difficile à Paris. Ça se passait super mal au boulot, c'était une horreur, quoi, aussi bien vie personnelle que professionnelle. Je me sentais un peu seule à Paris, enfin rien n'allait. J'étais vraiment dans une espèce de crise existentielle. Et c'est là où je me suis dit, mais à quoi bon, en fait, c'est pas possible, quoi. Là, moi, c'est pas comme ça que j'entends vivre ma vie. Ça correspond pas à mes valeurs. Il y a plus d'authenticité, il y a plus d'harmonie, il y a plus de joie. C'est pas ok, quoi. Et je pense que c'est ça qui m'a fait passer le pas de me dire stop. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux autrement, mais pas en allant chercher à l'extérieur, en disant je crois que c'est à l'intérieur de moi que je vais trouver ça en fait. Et c'est ça qui a fait le pas un peu plus fort, où j'ai ensuite enchaîné différentes retraites, lectures, formations. C'est un peu là que ça a démarré plus intensément, disons, ce cheminement qui a toujours été là, mais un petit peu plus brouillon. Alors que là, c'est plus une intention, une direction que je souhaite prendre et que j'essaye d'incarner au quotidien, quoi. Donc voilà, il y a eu Et, un petit réveil à ce moment-là. et alors, si j'en reviens à des questions un peu plus pratico-pratiques, en fait, Ouais. euh, comment est-ce que tu fais pour vivre enfin, tu disais, tu as quitté ton CDD, puis tu t'es lancé en indépendante. Tu disais, l'année dernière, c'était compliqué. Euh, comment est-ce que tu jongles un petit peu avec ça? Est-ce que ça t'inquiète? Comment tu vis et comment tu le vis? Alors en fait, au fond du fond, si vraiment je plonge à l'intérieur de moi, je sens une joie sereine, une espèce de confiance, un peu, c'est un peu ésotérique peut-être, mais une espèce de confiance de dire si ça me fait de la joie et qu'en plus je me sens encouragée parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se passent, il y a des engouements qui se créent, il y a des encouragements, il y a des petites connexions qui se font, c'est que c'est good et j'y vais. Et le reste suivra en fait. Donc il faut vraiment avoir un énorme lâcher prise sur lequel je travaille très fort en disant je lâche prise et ça viendra parce que euh, je sens que c'est détendu, c'est pas serré. Je cherche pas à tout prix ma place partout. Si là, je me sens détendue et joyeuse et sereine, c'est bon. C'est la route et le reste suivra. Pour moi, l'argent, c'est un peu une résultante d'une action. Et donc, si je fais pas l'action,
j'aurais peut-être pas l'argent, quoi. C'est pas, j'essaie plus de courir après cette espèce de sécurité financière, parce que sinon je serais déjà dans un boulot, et pour moi c'est plus répondre à une peur parce que besoin de se sécuriser. Donc c'est voilà. Après, entendons-nous bien, j'ai cette chance aussi parce que j'ai mes parents quand même autour de moi qui, au confinement successif, j'ai dû rendre mon appart parce que j'avais moins de revenus. Donc ils m'ont réaccueilli chez eux. Donc j'ai aussi pris ce pas de me dire ok bon, j'ai plus de 30 ans, je repars chez mes parents, mais encore une fois il y a un why derrière, donc ça change tout pour moi de se dire mais pourquoi je le fais. C'est pas une notion d'échec, c'est une notion de je sais pourquoi je le fais en fait. C'est pour aller là, c'est pour explorer ça, c'est pour. Mais j'ai la chance qu'ils soient là, qu'ils soient ouverts d'esprit aussi, parce que eux ils sont super inquiets de me voir voilà changer de route, explorer des choses sans avoir cette sécurité, parce que c'est pas forcément la même génération. Puis eux ils ont pas grandi pareil avec le même état d'esprit. Donc avec mon frère notamment, on les challenge beaucoup parce qu'on est très dans cette non, il faut faire des choses avec du sens et c'est pas grave si c'est risqué, on se relèvera toujours. Voilà, donc c'est j'ai cette chance d'avoir eux derrière moi quand même qui me permettent de tester, de tenter, de m'affirmer, de découvrir, d'explorer. Ils seraient pas là, peut-être que j'aurais le même discours sûrement, mais pas les mêmes actions, les mêmes manières de le mettre en place. Mais du coup, oui, ça m'a inquiété au début, mais en fait, le fait de voir que là, je le fais et que je me sens carrément mieux que avant où j'avais l'impression d'être endormie et d'être un peu en une espèce de pilotage automatique, je me dis que c'est une meilleure route, en tout cas pour moi, quoi. Et donc, la peur se dissipe, même si je suis encore pleine de questionnements et de doutes, évidemment. Mais j'essaie toujours de ramener de la présence et de me dire, qu'est-ce qui se passe là? Ok, je me sens bien, ça me fait du bien de faire ça. Et en plus, j'ai l'impression que ça nourrit aussi les autres. Donc, pour moi, c'est un besoin important de me dire, c'est pas que du plaisir que je me fais à moi, c'est du plaisir qui s'étend, quoi, qui grandit et qui par ricochet se donne aux autres, etc. Et pour moi, ça, c'est du sens, quoi. Ça me donne du sens, ça me donne de la joie. Donc, je me dis, je continue. Et puis, et je sais que je sens enfin, pour moi, on a tous les ressources pour rebondir, quoi. Et que il y a plusieurs fois où je me suis prise la tête par terre. Et c'est pas grave. En étranger, j'étais dans des grosses galères, toute seule avec mon sac à dos. C'était l'horreur. Et puis, j'en suis pas morte. Et au contraire, en plus, on est né de cette grosse galère, des choses magnifiques, des super rencontres. Où je me suis dit, mais là, j'ai su me débrouiller, en fait, de ce chose qui me paraissait horrible et impossible. Bah, j'ai trouvé des solutions. Et voilà, j'ai été poussée dans mes retranchements, mais en même temps, bah, ça m'a permis de puiser des ressources que je ne connaissais même pas de moi. Donc, moi, je pense que l'obstacle et la difficulté, toute proportion gardée, elle est là pour nous montrer des choses en nous aussi qu'on a, quoi, et les connecter. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, j'ai des doutes et des peurs, c'est sûr, mais de l'envie et de la motivation. Et je vois que en me lançant, il y a des jolis clins d'œil qui m'encouragent en fait, où je sens que c'est connecté. Il y a quelque chose qui se passe et je suis plus dans la création et le partage et du coup, ça me correspond mieux, quoi. Donc voilà. Mais encore une fois, j'ai cette chance d'avoir un entourage qui ne valide pas forcément, mais qui laisse faire et qui sont là si besoin, quoi. Et du coup, j'ai quand même cette soupape de sécurité qui est importante pour moi et qui quand même m'aide à me dire allez, je vais partout, je teste, mais si ça va pas, je sais que je peux revenir dans une racine qui est bienveillante et qui saura m'accueillir telle que je suis à ce moment-là, quoi. Voilà. Et bah, on va arriver à la fin de notre échange, Ouais. malheureusement. J'avais une dernière question par rapport aux Oui. conseils ou aux messages en fait, que tu aurais envie de donner à ceux qui se posent des questions, qui bah, auraient peut-être envie de se lancer, de tenter, d'explorer, mais qui n'osent pas. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire Ouais. Et ben qu'il faut, enfin il faut. Comment dire? J'aime pas dire il faut, mais j'invite, j'encourage à écouter son cœur en fait. C'est tout un cheminement. Hein. Je trouve que prendre soin de soi, ça s'apprend. Mais quand on prend des risques, quand on sort de sa zone de confort, il y a toujours quelque chose qui se passe et c'est toujours quelque chose de beau. Moi, je trouve. Même si ça paraît pas, la situation, elle paraît pas. C'est la galère. Il y a plein de croyances qui viennent se mettre en chemin. Pour nous protéger en soi. Hein. Notre mental, il est là pour dire mais t'es sûr, mais qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, en faisant ce pas, en sortant de cette espèce de soupape de fausse sécurité,
il se passe des choses incroyables. Et d'être à l'écoute dès qu'on a une question, est-ce que c'est ma peur qui parle ou pas? Si c'est ma peur qui parle, peut-être que je peux balayer ça et avancer. Mais c'est toujours de rester à l'écoute de sa vibration intérieure, en fait, de dire là, dès que je me connecte à cette idée, je ferme les yeux, je m'imagine dans tel contexte, par exemple. Et là, j'ai des frissons, j'ai de la joie, il se passe quelque chose en termes d'émotion, en termes de sensations. Il y a un truc super qui est mieux que si je ferme les yeux et que je m'imagine dans tel contexte où là, je me sens serrée, je fais ça par défaut, parce que j'ai des peurs, parce que là, il y a... Pour moi, le choix, il est vite fait, en fait. C'est d'aller vers, là, il se passe un truc, et puis, c'est pas grave, je me relèverai, il se passera quelque chose. D'avoir, en fait, cette foi, c'est un peu une croyance spirituelle, mais pour moi, c'est tout, en fait. C'est de garder cette foi que les choses sont bien orchestrées, les choses sont bien faites, en fait, et que c'est juste prendre soin de soi à l'intérieur et se dire, j'ai envie de faire ça. Il y a une joie qui m'habite quand je pense à ça, j'y vais. Et après, les choses... je fais la mini parenthèse de ce que je disais juste avant, mais il y a des mois où ça se passe super bien et puis j'ai une grande rentrée d'argent et je me sens en sécurité pour tant de temps, et puis il y a des mois où c'est pas le cas, et en fait de balayer ça, parce que ça encore c'est des peurs, c'est de se dire j'y vais et ça me fait de la joie, donc je continue, quoi. Et puis les nouveaux questions, chaque chose est remis en jeu. Ce qui compte, c'est l'instant, en fait. Ce qui est le passé, ça nous apprend à peut-être mieux prendre soin du présent et penser le futur, si je puis dire. Mais ce qui compte, c'est de se dire qu'est-ce qui m'apporte de la joie aujourd'hui et pour demain. Et si dans cette direction, c'est de la joie, j'y vais et on verra, quoi. Et de garder cette confiance, de se dire que si c'est de la joie, ça me le rendra bien, d'une certaine manière. C'est très spirituel, mais on attire ce qu'on vibre, pour moi. Donc si on vibre un truc, on est content d'être là, on est content de faire ça, c'est exponentiel, et ça nous le renvoie, quoi. C'est un peu une loi universelle spirituelle, mais à laquelle je crois beaucoup, et que le peu de fois où je l'ai connecté, c'était d'une puissance tellement magnifique que c'est génial, quoi. Et que donc c'est de suivre son petit guide intérieur, son guide intérieur, ouais, de dire qu'est-ce qui me fait du bien et comment est-ce que je me sens à ma place, parce que je me sens joyeux à ce moment-là. Oui, non. Si oui, j'y vais. Sinon, je continue d'explorer. Voilà ce que je dirais. Ben, c'est génial. Merci beaucoup, hein, Cécile. Et je te souhaite écoute, vraiment tout le meilleur pour la suite. J'ai hâte de voir du coup le spin-off vidéo sur le 7e lieu que tu n'avais pas mis dans le documentaire. Ouais. Et puis je te dis à très bientôt. Eh ben, avec grand plaisir, Jean-Philippe. Merci beaucoup pour ce moment, pour cet échange. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, et je trouve ça génial, hein, ce que tu fais, mais je te l'ai déjà dit, donc je suis super contente de faire partie de ce bel élan, vraiment. Merci. Merci beaucoup à toi. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que cela vous donne envie d'agir à votre tour. Si vous êtes en quête de changement professionnel, je vous invite à écouter les épisodes de la saison 1. J'ai la chance de rencontrer des alumni d'écoles de commerce, des ingénieurs, des architectes ou des chercheurs qui ont opéré une rupture dans leur carrière après un parcours classique pour œuvrer à travers leur métier à un monde durable. Avec eux, j'aborde la question centrale du changement, de ses freins autant sociaux que financiers, afin de lever les barrières et d'encourager ceux qui se posent des questions à sauter le pas. Ces entretiens sont une vraie source d'énergie positive à consommer sans modération. Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux d'un secteur ou d'un métier face à l'urgence écologique, allez voir du côté de la saison 2. Je donne la parole à des professionnels qui nous expliquent à travers leur prisme comment ils voient leur métier, ce qu'il faut changer, pourquoi et comment, afin de tenir les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle. Si vous êtes perdu, allez voir du côté des associations comme la Fresque du Climat ou les Shifters. Vous y trouverez d'autres personnes qui, comme vous, veulent agir, mais ne savent pas forcément par où commencer. C'est toujours bon d'être épaulé dans ces moments. À bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, osez!